Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, le calvaire de l'immigration clandestine raconté par des Camerounais en retour d'une aventure dangereuse. Ils sont 250 migrants à avoir rejoint le Cameroun ce mercredi. Ils sont arrivés par l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. Des rescapés pour la plupart de l'esclavage des migrants en Libye, mais également dans d'autres pays du Maghreb, avec eux des souvenirs tristes et des histoires rocambolesques que vous entendrez dans cette édition du journal. Quel avenir pour le Zimbabwe? Le départ de Robert Mugabe ouvre la porte à un espace politique plus favorable aux libertés publiques dans ce pays. C'est en tout cas ce que espèrent des observateurs de la scène politique internationale, alors que le vice-président Emmerson Mnangagwa s'apprête à prendre les rênes de ce pays. Les Zimbabwéens semblent aujourd'hui partagés entre la joie et l'incertitude. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Equinox Télévision. Nous ouvrons donc avec l'actualité au Zimbabwe. D'abord, tel un pays ayant remporté la Coupe du monde de football, ainsi les Zimbabwéens ont célébré hier la démission de leur président Robert Mugabe. Dès l'annonce de cette démission, des milliers de Zimbabwéens, hommes, femmes et enfants sont descendus dans les rues de la capitale Harare, chantant et dansant. Des scènes de liesse qui avaient déjà débuté au Parlement où a été élue la démission de ce président par le président de l'Assemblée nationale. Il faut dire que Mugabe était à la tête du pays depuis 37 ans. Emma Songa et Hervé Kémy. Mardi 21 novembre 2017, à peine la démission du président Robert Mugabe a été annoncée au Parlement zimbabwéen, que les populations de Harare sont descendues dans les rues pour manifester leur joie et célébrer cette date historique qui marque la fin de 37 ans de règne du héros de l'indépendance. Cette démission de Robert Mugabe, vécue comme une délivrance pour le peuple zimbabwéen, a déclenché une vague de joie dans toutes les villes du pays. Tout un pays est soulevé du sol, transporté dans les airs par une onde de choc qui fait crier, pleurer, rire et klaxonner. Une tempête émotionnelle qui rappelle que le moment est unique pour le peuple zimbabwéen. La joie pour la première fois l'emporte sur le canon du fusil au Zimbabwe. Cette date du mardi 21 novembre 2017 sera marquée d'une pierre blanche dans l'histoire du Zimbabwe. Après la joie, la liesse place désormais à un peu d'incertitude au Zimbabwe au lendemain de la démission du président Robert Mugabe, alors que l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa s'apprête à prendre donc le pouvoir. Vendredi prochain, des Zimbabwéens s'interrogent sur les réelles ambitions politiques de ce proche de Robert Mugabe. Quelques inquiétudes aussi sur la situation sociopolitique de ce pays, notamment l'avenir aujourd'hui après Mugabe. À noter également que le Zimbabwe est aujourd'hui très atteint sur le plan économique. Des précisions avec Eric Marcial Djomo. Emmerson Mnangagwa, de retour au Zimbabwe, c'est tout le processus de transition qui est enclenché. Une transition qui verra l'ancien vice-président limogé par Robert Mugabe le 6 novembre dernier prendre les rênes du pouvoir. Déjà désigné président de la ZANU-PF le week-end dernier, la puissante machine du parti au pouvoir a fait de lui le successeur de Robert Mugabe. Il prêtera serment dans les jours à venir, mais surtout dirigera le pays jusqu'à la tenue des élections, soit à peu près 3 mois. Sa désignation comme président de la ZANU-PF fait de lui le candidat naturel de ce parti majoritaire au Parlement pour l'élection présidentielle à venir. Seulement, de nombreux Zimbabwéens et même des observateurs s'interrogent sur la posture qu'adoptera Mnangagwa pour la suite. Le crocodile tel qu'il est désigné, qu'on dit malade, tentera-t-il de poursuivre après les 3 mois de transition malgré son état de santé et ses 75 ans? Si c'est le cas, d'aucuns estiment que rien n'aura véritablement changé car
Mugabe Mnangagwa incarnent le même système. Les Zimbabwéens d'Harare, de Bulawayo et autres parties du pays s'attendent aujourd'hui à une véritable révolution économique, une ouverture démocratique palpable et un changement visible dans les libertés après le départ de Robert Mugabe. Les 90 jours à la tête du pays de Mnangagwa et surtout ses premières décisions permettront de se faire une idée sur le futur du Zimbabwe. De retour donc au Zimbabwe ce jour, Emmerson Mnangagwa sera investi à la présidence de son pays ce vendredi. Des dizaines de partisans sont allés l'accueillir à la base militaire d'Harare, la capitale. À l'international, des réactions se multiplient après la démission du président Mugabe du pouvoir hier. On fait le point avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Réunis à la base militaire de Manyame, à Harare, pour accueillir Emmerson Mnangagwa de retour au pays, plusieurs dizaines de Zimbabwéens brandissent fièrement les portraits du nouvel homme fort du pays. Emmerson Mnangagwa, selon l'annonce faite par la radio d'État, sera investi vendredi dans ses fonctions de président de la République. Il va assurer l'intérim pendant 90 jours. Les images de son retour sont assez rares, mais l'on sait que celui que l'on surnomme le crocodile a rencontré à Harare le bureau politique de la ZANU-PF. Depuis l'annonce de la démission de Robert Mugabe, des réactions se multiplient. L'Union africaine se félicite de la décision de l'ancien président du Zimbabwe, après une vie consacrée au service de la nation. Dans un communiqué, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, fait savoir que l'on se souviendra du président Mugabe comme d'un audacieux combattant de la libération panafricaniste. Le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, a également réagi. Theresa May, la première ministre, déclare que la démission du président Mugabe offre au Zimbabwe l'occasion de forger une nouvelle voie libérée de l'oppression. Les Nations Unies, elles, encouragent tous les Zimbabwéens à conserver leur calme et leur retenue. L'actualité sur le plan national à présent, les enseignants de l'université de Douala campent sur leur position. Ils ne retourneront pas dans les amphis tant que leurs doléances ne sont pas satisfaites. Ce mercredi marquait le deuxième jour de grève pour les enseignants de cette institution universitaire. Mouvement d'humeur entamé depuis hier. Les négociations avec l'administration s'étaient avérées infructueuses mardi. À noter que ces grévistes revendiquent de meilleures conditions de travail. Claude Quoi et Flavien Dongo. Université de Douala, c'est mercredi matin. Les étudiants sont formés par petits groupes. Entre-temps, d'autres vadrouillent dans le campus. Les cours ne sont pas dispensés depuis le début de la semaine à cause de la grève engagée par des enseignants syndicalistes. Si nous sommes en grève pour améliorer les conditions de travail à l'université de Douala, c'est pour nos étudiants et c'est pour les générations futures. Ça c'est d'un point de vue maintenant pratique en termes de couverture des programmes. Nous savons que nous allons rattraper ces enseignements. Les enseignants qui revendiquent des meilleures conditions de vie et de travail conseillent aux étudiants de mettre à profit cette période de crise. Quand nous ne sommes pas en cours, ils doivent aller dans les bibliothèques. On n'en a même pas de bien fournis dans notre université. Mais moi, je conseille souvent à mes étudiants, faites le tour des petites bibliothèques de la ville, il y en a. Et celles qui sont un peu viables, vous pouvez faire des recherches là-bas. Chez les étudiants, c'est le mutisme total. Personne ne voulant s'afficher. La grève en cours à l'université de Douala peine à être maîtrisée par l'administration de ce temple du savoir, malgré la concertation. Donc le mot d'ordre de grève reste maintenu. Nous savons que le conseil d'administration avait entériné la proposition qui était de transformer la résidence universitaire qui n'est plus utilisée en bureau. D'abord les enseignants de rang magistral, maîtres de conférences et professeurs, les chargés de cours et les assistants. Les enseignants grévistes qui paralysent les cours à l'université de Douala entendent prolonger leur mouvement si des solutions à leurs revendications ne sont pas trouvées. Les mauvaises conditions de travail, voilà qui pourrait expliquer le nombre de migrants de plus en plus élevés. Migrants camerounais donc de plus en plus élevés à l'étranger, à la recherche du mieux-être. Ils bravent intempéries, violences et traitements dégradants de toutes sortes pour allier l'Europe, leur Eldorado. Ils sont 250 à avoir regagné le pays ce jour avec l'aide de l'Organisation internationale des migrations, le partenariat du Cameroun, mais également l'appui de l'Union européenne avec que nous le disions, des souvenirs atroces et des histoires rocambolesques. Marcelin Gansop.
À peine ont-ils foulé le sol de Simalène qu'ils ont commencé à ressasser les mauvais souvenirs d'une aventure qui a mal tourné. Surtout en Libye, où chacun des migrants a une histoire rocambolesque, digne d'un film d'horreur. La vente, c'est comment? Quand tu dis que tu pars au Maroc ou que tu pars en Algérie, on te donne une voiture. Ce n'est pas comme l'axe de Douala, comme vous connaissez comment ça, c'est la route de Douala. Le désert est tellement vaste que vous ne pouvez pas savoir. Et ce qu'on vous retrouve en Libye, vous voyez, ce n'est pas le drapeau, comme vous comprenez que vous n'êtes pas en Algérie, que ce n'est pas une destination. Le noir est considéré là-bas comme une marchandise. Il est vendu comme une poule. Il est kidnappé en route. Quand il marche là, il peut être kidnappé à tout moment, peut être vendu à 300 dinars, qui est l'équivalent de 30 000 francs CFA. Et on va demander à ta famille de payer près de 1500 $, 2000 $. J'ai subi cela. Ma famille a payé 1500 $. Ne tentez même pas. Si vous essayez, vous allez retourner. Moi, je suis rentré sans effort, grâce à Dieu. Mais peut-être que vous n'allez même pas rentrer sans effort. J'ai fait un mois de prison, 6 jours. Je suis sorti, ma famille a payé l'argent, mais c'est pas facile quoi. En Libye, on fraude les gens, on maltraite les gens. Mais la Libye n'est pas le seul pays où les migrants subissent de pires atrocités. Dans d'autres pays du Maghreb, c'est sensiblement la même galère et au bout du compte, la même désolation. J'étais d'abord au Maroc, je suis revenu au Cameroun, j'ai pris ma femme. Et puis, on est parti au Maroc. J'étais arrivé au Niger. On quitte du Cameroun pour le Nigeria, Niger. C'est au Niger qu'il y a tous les carrefours. Ceux qui sont partis en Libye partent en Libye, ceux qui sont partis en Algérie pour aller au Maroc. On est arrivé au Niger, à Gabès. On nous a vendu parce qu'il y a la vente des hommes là-bas, c'est les coxeurs qui font ça. Moi, j'ai fait un peu l'Algérie, près de 6 mois là-bas. Tout ce que tu peux faire là-bas, c'est des chantiers. Toi, tu as fait les études, mais tu pars là-bas faire des chantiers comme ça. Mais je ne critique pas mon départ parce que je sais que j'ai beaucoup appris de cette aventure. J'ai retenu beaucoup de leçons. Revenu les pieds sur terre, en chair et en os, ses compatriotes respirent enfin l'air de la liberté et s'empressent de refermer les pages d'une aventure horrible qu'ils ne sont plus prêts de revivre. Ce voyage m'a coûté beaucoup d'argent, j'ai payé plus de 6 000 €. Donc quand j'arrive au pays, j'ai tout vendu, le fond, le confort, j'ai vendu tout à la maison, à la chambre, tout. Bon, même pour dormir, il n'y a pas. La question que je me pose, c'est comment ferais-je? Je le parle par expérience pour ceux qui me connaissent. J'ai 21 ans d'aventure. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vécu au Cameroun. Je remercie le bon Dieu, l'OIM, la communauté camerounaise, les dirigeants et tout, pour notre rapatriement aujourd'hui. Le seul conseil que je peux vous apporter, mes frères, honnêtement, devant Dieu, devant les hommes, ne prenez plus la route de la Libye, parce que ce n'est pas du tout joli à entendre. Ce n'est pas joli à vivre, ce n'est pas joli à voir. La réinsertion et la reconversion de ces migrants ne seront aucunement un long fleuve tranquille. Mais c'est déjà bien pour eux de jouir du statut de rescapés. Quand on sait que beaucoup ont péri, ils préfèrent désormais endurer ici qu'ailleurs. Je rentre donc gonflé à bloc et déterminé plus que jamais à réussir à me battre. Parce que dehors, tu es d'abord sans papier. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es obligé de vivre caché. De vivre caché dans la maison, tout ça. Et tu peux faire que des petits boulots. Ça ne peut te permettre que de manger, dormir. Et après, si tu tentes les routes comme la Libye, on va te kidnapper. C'est ta famille au Cameroun, qui est une famille qui se bat. Tu vas les appeler de payer 1500 $, 2000 $. Ils vont prendre ça. Ce sont quelques 250 migrants qui ont regagné le bercail grâce à un programme mis en œuvre par le gouvernement et l'Organisation internationale des migrations avec le soutien financier de l'Union européenne. À leur descente d'avion, chacun des migrants, en dehors de l'accompagnement médical, devrait recevoir une somme de 105 000 francs CFA, de quoi assurer le transport pour le retour en famille. De jeunes migrants camerounais revenus de très loin. Encore des populations qui dénoncent la vétusté du réseau routier dans une localité du Cameroun. Cette fois, les plaintes viennent du village Nyanon, c'est dans le département de la Sanaga-Maritime. Là-bas, les déplacements des populations sont devenus quasi impossibles à cause de la dégradation avancée des routes. Nos reporters ont suivi une famille endeuillée qui a fait la triste expérience de conduire la dépouille de leurs proches dans ce village Nyanon. Parcours de combattants signé Rodrigue Ngassi et Julien Guényonde. Ce n'est que lors des événements malheureux, plus précisément des deuils, que certains habitants du village Nyanon, localité située dans le département de la Sanaga-Maritime, sont, du moins pour la plupart, contraints à affronter l'épineux problème de route.
Et puisqu'on parle de route, appréciez vous-même les images. Entre bourbiers, crevasses et autres, conduire sur cet axe routier demande un type de véhicule approprié, une dextérité du chauffeur, de la patience, effort mutuel lorsque ça coince, et pour finir, le résultat est plutôt célébré en grain de pompe, même si dans ce cas-ci, il s'agit d'un cortège funèbre en route pour un enterrement. Vous l'aurez compris, la route qui traverse l'arrondissement de Nyanon est un véritable parcours de combattants. Et ce ne sont pas les riverains qui vous diront le contraire. À Pétomé 1, en passant par Nyanon, nous allons au deuil de notre grand-mère. La route est très désenclavée. C'est une occasion peut-être pour les populations de cet arrondissement de lancer un appel au ministre des Travaux publics pour qu'il puisse quand même faire quelque chose pour les populations que nous sommes. Je ne sais pas, je suis découragé de voir cet état de route comme ça. Ça nuit de soi même d'avoir un gouvernement qui ne peut rien nous aider. C'est rien qu'avec les routes. Chaque fois, on a ces problèmes-là. Et même, ils nous regardent souvent dans les médias, ils ne peuvent pas nous aider. Au moins avoir une bonne route pour que nous sortons en ville. Quelques-uns profitent d'ailleurs pour présenter leurs doléances aux autorités administratives en cette veille de période électorale. À la veille des échéances électorales, il n'est pas question qu'on vienne nous distraire, mais il est question qu'on vienne être pratique sur le terrain en nous construisant des routes. Le cortège qui conduisait à sa dernière demeure, une des natives de Nyanon, finira par arriver très tard dans la nuit. Un exemple palpable des réalités auxquelles de nombreuses familles font face dans l'arrière-pays. Le problème de route, devenu monnaie courante, favorise l'exode rural et le sous-développement de ces localités. Situation similaire à Yabassi dans le département du Kam où le réseau routier ne cesse de se dégrader. Les cris des populations de cette partie du pays depuis des années à l'endroit des pouvoirs publics n'ont rien changé. À cela, il faut ajouter aujourd'hui la rareté de l'eau potable et l'absence de l'énergie électrique. On voit tout cela avec Gladys J et Jacqueline Moulon. Sur cette route non goudronnée et boueuse, gros porteurs, motos, véhicules de transport en commun et piétons sont pris au piège des bourbiers. Les bansikineurs sont pratiquement obligés de patauger dans de la boue, du moins jusqu'à un certain niveau, parce que la traversée se complique un peu plus loin et le passager est parfois obligé de descendre pour pousser l'engin. Cette traversée fait partie du quotidien difficile des populations de Dibom et de Yabassi, des localités situées dans le département du Kam. Les camions transportant des billes de bois défilent en longueur de journée. Ils sont ici présentés comme la cause principale de la dégradation rapide des routes. Oui, c'est ces exploitants frauduleux on ferme quand nous aurons à prendre quelqu'un qui sera en flagrance. Parce que ces camions, comme vous le savez bien, participent à la dégradation très avancée de notre réseau routier déjà très défectueux. Si le sous-préfet de Yabassi a décidé d'aller en guerre contre les exploitants forestiers frauduleux et leurs activités illicites, il reste que les populations ont d'autres problèmes. Parce qu'on n'a aucune route, le souci pour nous d'avoir l'électricité. De l'eau potable. Nous avons un lycée à Yabassi, mais nos enfants, nous les envoyons à Loum parce que la route de Loum est mieux. Même nos malades, même nos femmes qui veulent accoucher, nous envoyons à l'hôpital à Loum parce que Loum est mieux. La route d'Imbom, Yabassi est catégoriquement coupée. Ici, si la femme, les contractions l'arrête ici, elle peut mourir. On a les difficultés, on a le problème d'infrastructure, on a le problème de centre de santé, on a le problème d'école. En attendant une prompte réaction des autorités compétentes à Yabassi, tout comme à Dibom, la vie semble avoir été suspendue, puisque c'est dans le département du Mungo que les populations de ces deux localités mènent leurs activités quotidiennes.
Parlons d'autre chose à présent. Où en est-on avec le projet de construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale? L'incendie qui a ravagé plusieurs bâtiments de l'immeuble principal du siège de la Chambre basse il y a quelques jours à Yaoundé relance ce débat. Sikava Yege Djibri, le président de l'Assemblée nationale, se dit confiant sur l'évolution du projet. Les observateurs interrogent la souveraineté du Cameroun dans cette procédure. Il faut noter que le projet est financé par la Chine. Des précisions avec Guizogo. L'incendie qui a frappé une partie du siège de l'Assemblée nationale il y a quelques jours pose plus que jamais la question de la construction des nouveaux locaux de cette institution. À ce sujet, Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, a donné quelques indications. La République populaire de Chine, représentée par son ambassadeur à Yaoundé, et la République du Cameroun, représentée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ont signé le 22 septembre 2017 un accord de ton sans contrepartie dans le cadre de la réalisation de ce exercice. Un premier financement qui permettra de conduire les études de faisabilité et de lancer les travaux proprement dits. Il ne serait pas superflu. Vous rappelez tout l'intérêt que l'Assemblée nationale et moi-même portons à la réalisation effective et dans le meilleur délai de cet important projet qui, par ailleurs, rentre en droite ligne de la politique de modernisation des institutions de la République. Mais c'est derrière ces explications que se trouve Loïc Mézavossé à l'Assemblée nationale. Parmi les députés, il fuse des interrogations à propos du fait que le nouveau siège de la Chambre basse du Parlement camerounais sera construit par une puissance étrangère, certes amie du Cameroun. Pour les tenants de cette thèse, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté du Cameroun, laquelle se trouve limitée s'il est question que des institutions aussi sensibles que l'Assemblée nationale soient érigées grâce à des fonds étrangers. Dans l'entourage du président de l'Assemblée nationale, on reconnaît un vrai dilemme sur cette question, mais l'option de l'acquisition d'un nouveau siège est privilégiée, même s'il faut avaler quelques couleuvres. Ainsi en est-il de cette question cruciale qui confirme bien que sur ce sujet, Pékin ne s'applique pas forcément la sagesse chinoise qui dit qu'au lieu de donner du poisson chaque jour à ses amis, il vaut mieux leur apprendre à pêcher. Dans un autre registre, des experts proposent l'adoption d'une politique nationale de l'édition afin de réduire les freins qui plombent le développement de ce secteur au Cameroun. Le sujet était au centre d'une rencontre qui a été ouverte ce mercredi à Yaoundé par le Premier ministre Philémon Yon. À terme, il est question de mettre l'industrie de l'édition au cœur du processus de la croissance. Élisée Bogba et Marcelin Gansop pour les explications. Au chevet de l'édition Made in Cameroun, les acteurs de la filière font un diagnostic froid et sans complaisance. Parce que le marché du livre, pour ce qui est de l'édition générale, n'existe presque pas. Vous vous retrouvez avec des stocks qui sont non écoulés et ça pose un problème. Donc ça pose en même temps le problème de la lecture, de la réception de ces textes-là, le problème de la lecture au niveau du Cameroun. Maintenant, il y a également le volet des manuels scolaires. C'est presque tout le monde qui s'est versé dans le métier et cela induit un véritable désordre. Parfois, on est devant des contenus qui sont absolument décevants, étonnants pour un pays qui a une stature intellectuelle scolaire comme le Cameroun. Des inquiétudes partagées par la vice-directrice générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui va au-delà du Cameroun pour constater que le secteur de l'édition a encore du chemin en Afrique. Vous avez énormément d'auteurs, vous avez énormément de créateurs de talents, mais que l'organisation même du secteur, comme une industrie de l'édition, capable de produire ses propres auteurs sur le sol africain, n'est pas encore au rendez-vous. L'énorme défi que nous nous donnons, c'est de réussir à faire de votre secteur un secteur industriel également, qui puisse mettre en valeur tous vos auteurs. C'est dans ce contexte que les éditeurs, acteurs du livre
et autres experts de plus de 50 pays sont réunis à Yaoundé dans le cadre d'une conférence régionale de haut niveau. Le Premier ministre, chef du gouvernement. Les travaux ouverts par le Premier ministre, Philémon Yang, posent les jalons de l'émancipation d'une véritable industrie dans le secteur de l'édition au Cameroun. Et ce ne sont pas les propositions qui manquent. La clé de toute la problématique et tous les problèmes qui se rapportent à l'édition au Cameroun, c'est la mise en place d'une politique nationale du livre. Parce qu'en réalité, le secteur de l'édition, le secteur du livre, est un secteur qui fonctionne en chaîne. Si vous avez de bons auteurs sans éditeurs, vous n'avez pas réglé le problème. Si vous avez de bons auteurs, de bons éditeurs, sans de bons diffuseurs et sans un réseau de librairies conséquent, vous n'avez pas réglé le problème. Si vous ne mettez pas en place une politique de lecture avec des bibliothèques dans les lieux de formation, des bibliothèques publiques, vous n'avez toujours pas réglé le problème. Donc il faut mettre en place cette chaîne et c'est seulement une politique qui peut créer cette synergie-là. Et cette politique-là ne peut être initiée, entreprise, que par une instance fêtière comme la primature. Parce que le livre ressortit à la fois du secteur de l'éducation, du secteur de la culture, du secteur de l'économie et c'est tout ça qu'il faut mettre bout à bout. Il ne reste plus que leur implémentation pour sortir le secteur de l'édition de l'obscurité et lui faire jouer tout son rôle de moteur de la croissance économique. Cette note en sport avant une actualité sur le plan commercial. Parlons d'abord du premier tour des éliminatoires zone Afrique du championnat du monde de basketball. La compétition dans le groupe A démarre vendredi au palais polyvalent des sports de Yaoundé. 4 équipes sont en liste dans ce groupe. Le Cameroun, le Tchad, la Guinée et la Tunisie. En stage bloqué depuis plusieurs semaines, les Lions de la balle orange se disent prêts à rugir. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis, je le disais en public actualité, les brasseries du Cameroun pour la promotion de la santé par l'éducation, c'est l'objectif d'un programme mis en place par cette entreprise citoyenne. Le dit programme a été récemment lancé par le ministre des Enseignements secondaires. Reportage. Aux côtés des écoliers et élèves, depuis 70 ans, le groupe SABC a fait de l'éducation et de la santé l'un des axes prioritaires de sa stratégie de responsabilité sociale. Cela s'est encore vérifié à travers le programme Promouvoir la santé par l'éducation. Le programme a été lancé par le ministre des Enseignements secondaires en présence du directeur général du groupe SABC. Occasion de noter que le faible niveau d'adoption des pratiques d'hygiène appropriées en milieu scolaire favorise les maladies susceptibles à leur tour de compromettre la capacité d'apprentissage des enfants. En tant que groupe citoyen et le groupe SABC qui est composé de SEMC, Socaver et des brasseries du Cameroun, et de promouvoir sur les 5 axes que nous avons d'action citoyenne, que sont le social, la santé, l'environnement et l'éducation, de promouvoir aujourd'hui la santé dans le milieu scolaire. L'idée est donc de promouvoir la santé et quand on est en bonne santé, de promouvoir donc l'éducation, parce que la base d'une bonne éducation, c'est d'être également en bonne santé. Plus que jamais sur le chemin de l'école, le groupe SABC a visité divers établissements pour promouvoir l'hygiène et la salubrité en milieu scolaire et ainsi créer les conditions d'une performance durable. Moi, je suis très contente que les brasseries aient pu faire une association avec le collège de la retraite, parce que si un élève est malade, il ne pourra pas venir à l'école et étudier. Et ce sera très difficile que cet élève passe dans une autre classe, dans une classe supérieure. Alors je remercie les brasseries d'avoir fait cette association avec le collège de la retraite pour nous donner une meilleure santé. Un kit santé comprenant 1000 hydroxyde d'aluminium 320 mg, 1000 paracétamol 500 mg, 100 gaz d'hydrophile, 12 bandes de crêpes, un stéthoscope, un thermomètre entre autres, a été offert à chaque établissement visité. L'objectif étant de maintenir les élèves dans un parfait état de santé afin d'accroître la performance scolaire dans une perspective durable. Merci pour ce kit santé parce que avec ce kit santé, ça va nous aider beaucoup dans les infirmeries afin que lorsque les élèves soient blessés, ils puissent avoir des soins gratuitement comme cela se doit. Je sais que lorsque je vais avoir un malaise, je ne vais pas manquer de quoi me soigner. Le programme Promouvoir la santé par l'éducation, qui traduit l'engagement citoyen du groupe SABC,
vise donc à sensibiliser les écoliers et élèves au respect et à l'application des règles d'hygiène et de salubrité en milieu scolaire pour préserver leur santé et promouvoir l'excellence scolaire. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision.